Je vais passer à la troisième grande question qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui. Quels seraient les principaux messages qui pourraient être faits aux décideurs et aux décideuses par rapport à ces questions-là? Soit en fonction de ce que vous avez entendu aujourd'hui, de ce que vous avez jugé comme étant un élément important, ou de manière plus large, mais qu'est-ce qu'on devrait transmettre comme message par rapport à la prise en compte de l'EDI et de la décolonisation dans les institutions d'enseignement, encore là, dans une perspective très large? Quelqu'un peut commencer de se passer. C'est une grande question, mais je pense qu'il faudra vraiment qu'on réfléchisse. Ça, je pense à des solutions très pragmatiques. Les décideuses doivent réfléchir à des solutions comme à voir s'ils veulent aller très loin dans des exercices de discrimination positive, de répartition du financement en recherche pour des personnes qui sont un petit peu moins favorisées, d'être vraiment, de pas juste... Je trouve qu'il y a un peu une hypocrisie des fois à dire nous sommes inclusifs et nous avons des politiques EDI et on y réfléchit, tandis qu'on ne sera pas on n'est pas tout à fait prêt. On va avoir très peur justement d'aborder ces débats-là, de décider que oui, nous allons engager des personnes qui sont issues de différents backgrounds parce qu'on veut que notre équipe soit plus variée. C'est encore très, très, très délicat et il y a eu des exemples très récents. Je pense à un poste de professeur là, à l'Université Laval qui était uniquement réservé aux gens issus de la diversité. Ça avait fait un tabac énorme et il y a eu beaucoup de controverses autour de ça. Puis, au final, il faut se positionner sur est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? Est-ce qu'on décide que les bourses universitaires, est-ce qu'on décide que les concours de bourse sont plus inclusifs? Est-ce qu'on octroie de l'argent à des gens qui ont moins de chance? C'est ça. Je pense que là, il faut vraiment, vraiment y réfléchir. Là, au lieu qu'on soit tout le temps en arrière en train de pédaler pour penser à des politiques puis réfléchir à ça, mais qui n'est pas vraiment. Enfin, c'est un début de réflexion. Ouais. Oui. Moi, je pense, un peu plus juridique, là, mais on a des commissions d'enquête qui nous ont rappelé ces problématiques à ces enjeux-là. Puis, déjà, premièrement, autour des salaires, dans la connaissance raciste, je crois que c'est un bon début, mais tu pourrais le mettre en place. Je pense, par exemple, à l'organisme de gouvernement provincial de protection citoyenne qui est chargé, par exemple, de la commission vient de mettre en place les recommandations dans les institutions gouvernementales qui veillent à la mise en place des recommandations de la commission vient. Mais de manière générale, je pense que si on avait un discours qui serait plus pluraliste, moins centralisateur, qu'on serait moins axé vers. Je pense qu'il y a une peur aussi généralisée là, de sombrer sur les critiques, de ne pas prendre les bonnes mesures. Puis je pense que peut-être, au niveau des décisions, la politique est peut-être trop impliquée au niveau de ces décisions-là, à mesure où dès qu'il y a, on parlait tout à l'heure d'un pas qui était fermé au qui était issu de la diversité, à long terme, si on n'a pas on n'a rien qui nous permet de rendre imperméable toutes ces critiques-là, on n'avancera jamais. On va mettre en place le bon niveau, que ce soit des politiques, par exemple, en entreprise, de pratique EDI, pas l'histoire de ne pas tomber dans le technisme. Puis, à long terme, je dirais peut-être d'intégrer ces notions-là dans les charte pour qu'on puisse, disons, décrire ça dans les tribunaux quand il est question d'accès à l'égalité, par exemple. Merci. Moi, notre petite dose que j'avais, c'était le courage politique, mais en tout cas, c'est central. Et ça vient avec, comme on dit, les policiers au sein de l'Europe. Mais pour moi, en entendant, quand même, j'ai dit un petit peu, ça a été beaucoup dit aujourd'hui, c'est vraiment, si on parle d'inclusion et diversité, il faut penser à des parcours médiatiques. On a entendu la conférence d'ouverture quelqu'un qui est dans l'institution, dans les parcours dits traditionnels. Ça n'allait pas pour plein de raisons, mais comment est-ce qu'il a vraiment s'épanoui là? Alors, moi, j'ai question du coup, au sein de ma direction, la notion de réussite, c'est pas aujourd'hui la réussite d'une élève. On n'est pas c'est en commence du primaire, et c'est ça juge sur l'identité, mais même la petite artillerie. Aujourd'hui, c'est quoi la réussite?
qu'est-ce que ça veut dire réussir et pourquoi est-ce qu'on continue à évaluer maths et français, par exemple. Alors, pour moi, c'est comme ouvrir des portes à des parcours, on pourrait dire, diversifiés et tout à fait valides, pertinents pour la société d'aujourd'hui, des gens qui contribuent à la société, qui s'épanouissent dans la société, et même si on parle de docteurs en particulier, moi, je serais très inclinée à qu'il y ait des parcours autochtones, des parcours d'apprentissage, aller à la chasse, n'importe qui les autochtones puissent y aller aussi s'ils veulent. C'est loin, il y a longtemps. Mais ça vient dans cette quand même courage politique de pouvoir se dire, et surtout ces questionnaires, je crois qu'aujourd'hui, c'est quoi en tout cas, c'est qu'on mesure et qu'on évalue, qu'on valorise comme réussite scolaire ou éducative. Je trouve ces questionnaires, c'est pas un parcours qu'on met comme modèle. Moi, j'ai questionnaire tout ça pour pouvoir ouvrir à notre parcours. On n'a pas mentionné, par exemple, ni la formation professionnelle. Il y a tellement, on n'est pas tous on n'a pas besoin de tous des doctorants ou peut-être que ce n'est pas nécessaire que tu demandes à l'université. Et ça devrait être valorisé que quelqu'un qui va ce genre d'études qui, même en dehors des institutions académiques, soit valorisé et qu'il a une partie de la société. Et alors, l'université parcours. Oui, merci. Oui, donc entièrement d'accord avec ce que mes collègues ont dit. Je re-soulignerai peut-être le point, je pense que Philippe disait tout à l'heure, sur l'importance de dépasser l'aspect finalement, comment dire, adoption de principe, consultation, sondage, etc., sans engagement de passer à l'action. Et donc, je dirais qu'une des choses qui, encore une fois, là où vraiment c'est un bon test, est-ce qu'on alloue des fonds pour la transformation des environnements et des pratiques? Il faut allouer des fonds, ces choses-là ne se font pas nécessairement toutes seules et sans argent. Il y a une autre chose aussi, bon, ça c'est en tant qu'enseignante à l'université, je dirais de mettre à jour les curriculums à la fois au niveau pré-universitaire et au niveau universitaire, pour au moins familiariser les personnes avec les enjeux, leur mettre ça sur le radar, qu'il y a des choses qui se passent là. Et aussi, une chose, je pense, qui me semble importante, pour rejoindre un point qui a été soulevé par Johnny Boilin ce matin, l'importance des savoirs expérientiels, et pas juste les savoirs propositionnels, mais aussi le savoir-faire et les choses d'ordre incarné avec l'équipe, etc., qui sont tout aussi importantes, mais qui sont tellement négligées, marginalisées. Voilà. Je pense qu'on pourrait aussi, justement, on parlait de valoriser les parcours atypiques, mais aussi les savoirs occidentaux, on va dire. OK. Voulais-tu rajouter quelque chose? Dans le fond, comment? Je réfléchis, tu parlais là. Ben justement, ma dernière question, ça serait à la lumière des réflexions qu'on a eues aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé ça fascinant, c'est à vous que je vais en parler tout à l'heure à la pause, mais j'ai trouvé fascinant à quel point des personnes qui sont dans des disciplines différentes, parce que c'est beaucoup ça, les présentations qu'il y a eu aujourd'hui, c'était vraiment des jeunes dans la plupart des cas qui venaient de disciplines différentes, de contextes complètement différents. On a parlé de l'enseignement, du secteur jeune chez les adolescents, autant qu'on a parlé de l'enseignement supérieur au cégep ou à l'université. Puis il y a des personnes étudiantes qui sont venues nous parler également. Puis c'est drôle parce que il y avait beaucoup de convergence c'est comme si les présentations se parlaient et dialoguaient entre elles alors qu'on n'a vraiment pas organisé ça entre les gens. Et donc, moi, j'aimerais pas vous entendre sur, mais d'abord, qu'est-ce que vous retenez, soit comme message principal, ou ce qui vous a frappé aujourd'hui, ou ce qui vous a, qu'est-ce que vous retenez? Puis si on devait aller plus loin dans une réflexion comme ça, qu'est-ce qui n'a pas été abordé, puis vous dites, ça n'a peut-être pas été abordé aujourd'hui, puis ça serait peut-être nécessaire éventuellement qu'on aille approfondir cette réflexion-là, parce que c'est quelque chose de vraiment. C'est une grosse question, hein? C'est comme un peu. Moi, ce qui me vient en tête, ça serait aussi de documenter, de comprendre. Tu sais, là, on parle d'expériences multifactorielles, tu sais, qui empêchent des fois l'accès au pouvoir ou l'accès à des postes universitaires ou même qui empêchent certains jeunes à l'école de bien réussir, peu importe ce que ça veut dire, mais ça veut dire plein d'affaires. Mais tu sais, je pense qu'on peut aussi repartir un peu au bas de l'échelle puis comprendre puis de considérer aussi les personnes de statut socio-économique hautement défavorisées, les mères monoparentales. On a parlé un peu de
de personnes neuroatypiques, je pense aussi qu'on devrait s'y intéresser plus. Puis je pense que notamment, il y a des personnes étudiantes qui vont s'y intéresser un peu plus, mais je pense que ça va jusque. Tu sais, c'est pas une identité qui est seulement sexuelle, une identité de genre. Ben, en fait, c'est hautement important parce que c'est tellement, je veux dire, c'est tellement fondamental puis tellement. Mais il y a aussi l'entité économique, là, je pense, qu'il faut aborder. Puis je pense que l'EDI va jusqu'à reconnaître, comme là, ce matin, je disais un article qui disait que le ministre délégué à la Santé et des Services sociaux nie qu'il y a eu une crise à la DPJ encore en ce moment, après suite à la commission parents. Puis on parle de des gens qui sont dans des situations de précarité pas possibles. Puis si l'EDI commence là aussi, là, d'aller s'intéresser aux familles qui ont de la misère, de comment les prendre en charge. Puis là, à partir de là, c'est catalyseur de nos autres identités aussi. OK, merci. Quelqu'un d'autre, ça peut être en ordre ou en désordre, comme vous voulez. Ben, moi, c'est plus une pensée plus visionnaire dans cette idée-là, mais je voudrais qu'un jour, donc, la proportion, parce qu'il y a un gros point au niveau de la quantification des statistiques, des chiffres réels sur le terrain. C'est un jour autochtone, je pense qu'on a de la misère à quantifier au Québec, par exemple, combien il y a d'étudiants autochtones dans les étudiants postsecondaires, parce que bien souvent, on va partager que l'apprentissage, ça ne se parle pas. Mais tu sais, je pense que les autochtones sont juste 7% de la population canadienne, mais en général, que ce soit les minorités, soit sexuelles, peu importe, mais je veux dire qu'ils soient proportionnellement reflétés au niveau qui sont dans les statistiques, que ce soit aux institutions postsecondaires. Je pense que pour assurer une pérennité, ça passe aussi par ceci. Mon désir profond. OK, merci. Pour la prochaine, c'est tout qu'on réussit. C'est déjà l'effet de trouver des présentations qui se séparent, c'est déjà pas mal. C'est tout le monde devant la similitude. Pour moi, c'est comme qu'est-ce qui ressort de l'humanité dans toute sa diversité. Mais pour une future, moi, je serais intéressée à inviter des équipes qui ont ce regard vraiment complexe de la chose. Donc, vraiment, pour moi, dans ma tête, diversité, c'est tout ça. Celui-là qui n'est pas neurotypique, l'identité des genres qui ne change pas, immigrant pas, au multilangue. En tout cas, moi, je serais très intéressée à inviter des équipes, des gens qui ont ce regard vraiment complexe et qui travaillent également. Alors, en essayant d'aller au-delà de la recherche entre guillemets académique, mais plutôt des gens qui travaillent c'est super intéressant. Même on revient à la notion de la validité de notre savoir. Alors, des gens qui travaillent, parce que ça s'est fait, des gens qui sur l'intervention, mais ailleurs, des gens qui puissent penser cette complexité. Chez CIT, je suis désolée d'utiliser le terme métier des conversations, c'est aujourd'hui c'est étonnant, mais peut-être que dans 5 ans, ça va être une autre chose. Alors, des gens qui les pensent de façon un peu plus complexe de ce qu'on essaie de voir et qui les font en équipe peut-être. Alors, ça serait intéressant pour moi. On va vraiment éviter ça pour voir. Ça sera des sections peut-être, je ne sais pas si limité, mais on tirait des leçons. On a entendu plein des bonnes pratiques aujourd'hui. Et pour moi, c'est toujours un début, un essai, mais je serais intéressée à inviter ça, ce type de. Merci. Oui. C'est certainement quelque chose qui a été mentionné précédemment, mais peut-être pour le mettre justement en action plus concrètement, c'est vrai qu'il y a par exemple des organismes comme l'ICI de femmes qui sont à l'intersection des personnes autochtones et des personnes en situation de handicap. Donc, ça, c'est intéressant, ça pourrait être des personnes qui sont aussi pour rebondir sur ce que j'ai dit avec l'importance de la biodiversité, mais là aussi il y a un enjeu de l'intersectionnalité parce qu'en fait on sait que par exemple parmi les personnes autistes, il y a beaucoup plus de personnes LGBTQ que dans la population multiple. Donc il y a vraiment beaucoup de chevauchements là. Donc je pense aussi dans les questions intersectionnelles, il y aura des choses intéressantes à faire là. Et je dirais vraiment aussi d'appliquer concrètement, de changer nos critères et nos pratiques pour évaluer l'excellence. Et ça se passe dans nos cours, pour commencer, littéralement dans les notes qu'on donne, dans nos échelles de notation, les critères d'évaluation, etc. Donc, cette forme de flexibilité-là. Je peux donner des exemples, par exemple, justement en lien avec la biodiversité. Donc, il y a la possibilité éventuellement, en tout cas pour moi, dans les cours, qui en philosophie, on fait souvent des présentations orales, surtout au niveau maîtrise doctorat. Et en fait, ce qui m'intéresse dans la présentation orale, c'est que la personne soit capable de montrer ses compétences d'analyse, de synthèse, de critique, d'argumentation. C'est pas tellement la performance orale en tant que telle qui m'intéresse, c'est le fait qu'elle puisse faire tout ça et qu'elle puisse le partager à d'autres personnes.
Et donc, pour les personnes qui ont de l'anxiété sociale ou des difficultés à performer l'image, je donne la possibilité d'enregistrer leur présentation et puis de la faire passer si on est sur Zoom, ce sera sur Zoom, et sinon en classe également sur un écran. Et je veux dire, ça ne change rien du tout, c'est déjà là. Une autre chose aussi, c'est qu'il y a des personnes neurodivergentes qui vont avoir plus ou moins de force du côté écrit versus côté oral, ou vice-versa. Et donc, c'est une manière de, si on a différentes composantes dans notre note, de leur laisser le choix de la pondération. Donc, peut-être qu'on fasse une place à la courbe d'apprentissage, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois, ok, B+, tant pis, il n'y a pas de place pour s'améliorer, il y a moyen de. Je pense que j'ai jamais vraiment compris l'évaluation à l'université qui consiste à dire vous n'avez pas bien réussi tout de suite, mais ça va rester sur votre relevé de notes à déterminer. C'est très curieux, je veux dire, quand nous, on a appris à rouler à vélo, on est tous. Tout le monde est tombé par terre, et puis c'est pas grave, on s'est relevé, on a continué, puis maintenant, on master, on peut rouler à vélo. Mais je veux dire, il y a personne qui a dit ah, c'est tombé la première fois, non, c'est pas pour toi, tu vas jamais y arriver. Je ne comprends pas cette absence de place pour la courbe d'apprentissage. Donc, ça, et je pense que ça fait vraiment partie de la définition de raison. On a tendance à récompenser les personnes qui s'apprennent tout de suite. Et ce n'est pas juste une question de compréhension de la matière, c'est aussi une question de savoir apprendre, de savoir s'évaluer, de comment on apprend, etc. C'est aussi des compétences de métacognition, on appelle ça. Donc, bon. Et c'est ça. Puis je dirais, en dernière analyse aussi, de rappeler, ici à Leuven, je me souviens, j'avais été invitée dans un séminaire qui s'appelait le séminaire Jedi, pour justice et PED. Et j'aimais bien le fait qu'il y avait le J devant, parce que je pense que, comme la personne qui a introduit le séminaire l'a rappelé, ce sont des questions de justice, ces choses-là. Et je pense que sinon, on a trop souvent tendance à t'en faire, ça fait bien, c'est si on a le temps, si on a l'énergie, c'est un petit truc esthétique, un petit truc sympa, je sais pas, c'est le recyclage, c'est bien, même si je veux dire, même si le recyclage, c'est vraiment bien, la planète, voilà, on sait tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà, il y a la facilité dans l'enjeu de justice, là, c'est certainement de droit moral, certainement, et parfois même de droit légal. Donc, je pense qu'il faut vraiment penser à ça. Ben, merci. En fait, moi, je voudrais juste faire du pouce ce que vous venez de dire, parce que moi, je travaille sur les questions, je travaille sur ces questions-là, mais plus davantage avec les enfants, les adolescents qu'au niveau postsecondaire, mais je vous dirais que cette résistance, en guillemets, ou ces enjeux qui touchent la façon d'évaluer et la façon de déterminer qu'est-ce que l'excellence, ce n'est pas quelque chose qui apparaît juste à l'université. Peut-être qu'il a été accentué à l'université parce que il y a des façons d'évaluer qui sont peut-être un petit peu plus, mais tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui est en processus dans la mesure où il y a des gens qui font de plus en plus tout ça, mais il y a quand même quelque chose qui est plus global et qui fait partie probablement de la façon que notre société fonctionne aussi, parce que la façon, même sur le marché du travail, je veux dire, on a des critères pour qualifier qu'est-ce qui est excellent, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est quelqu'un qui est hautement qualifié, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Fait que je pense que cette réflexion-là qu'on voit dans les institutions, c'est peut-être aussi le reflet de la société. Puis ça ne commence pas juste à l'université, c'est quelque chose qui existe même avec les tout petits. Donc, bref, écoutez, tu voulais-tu rajouter des petites choses à part les 12 pages de notes que tu as prises? Je voudrais peut-être que, tu sais, tu viens de parler de justice. Moi, je parle aussi de participation. On en a parlé dans le guide, mais pour moi, c'est pas juste d'inclure, de recruter des gens de différents backgrounds, des personnes autochtones, des personnes racisées, des personnes migrations, mais c'est aussi, une fois qu'on les a, sans tomber dans le piège de mettre le fardeau sur leurs épaules, parce que c'est quelque chose sur quoi on pourrait parler pendant des heures, mais de s'assurer en fait que la participation est là, parce que je pense que tant qu'on n'inclut pas ces personnes-là dans un processus de participation, de reprise de pouvoir, on ne pourra jamais changer en fait l'hégémonie des savoirs. Parce que c'est les gens qui sont au pouvoir qui vont continuer à imposer la façon de voir. Il faut en fait passer le courant. Il faut qu'on facilite le passage de courant en impliquant les gens, je pense, à un autre niveau. C'est juste comme ça qu'on va arriver vraiment à une décolonisation /EDI. C'est ma mais c'était une belle apprentissage pour conclure, ça. Merci encore aussi à toute l'organisation, les invitations, et puis c'était vraiment une journée fantastique. Merci beaucoup. Merci.